I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Dans ce 3e épisode, je vais vous parler des multiples choix qui s'offrent à nous dans nos parcours et pour lesquels nous devons prendre des décisions éclairées, car ils auront un impact certain sur notre avenir et celui de nos enfants. Parmi les options qui s'offrent à nous, le choix de l'origine du don est primordial. Le donneur peut être anonyme, connu ou semi-anonyme et son intégration à notre histoire ne sera pas la même. Chacune de ces possibilités va induire notre parcours. Depuis peu, certains pays proposent le don semi-anonyme qui permet de lever l'anonymat du donneur avec l'accord de ce dernier et sur demande de l'enfant et uniquement de l'enfant à sa majorité. Lorsqu'Audreyne et Hélène se projettent dans leur parentalité, c'est une option non négociable qu'elles souhaitent offrir à leurs enfants. À l'époque, leur unique possibilité pour réaliser ce souhait est de se lancer dans un parcours de PMA en Belgique. Du choix du donneur à la première audience d'adoption qui tourne au fiasco parce qu'un procureur de la République laisse parler ses opinions personnelles plutôt que de tenir son rôle, Audreyne nous fait partager, sans filtre, son expérience de l'homoparentalité, à la fois touchante, sincère et assumée. Elle se confie sur sa vision de la maternité, sa profonde conviction dans l'application de la loi, et nous donne une leçon d'optimisme après le tsunami qui a bousculé sa famille l'année dernière. Aujourd'hui, Audreyne et sa famille se reconstruisent et nous leur souhaitons tout le bonheur qu'ils méritent. Bonne écoute! Bonjour Audreyne. Bonjour Constance. Je suis ravie que tu aies pu te libérer pour cet enregistrement. Merci pour ton invitation. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Est-ce que tu peux me présenter ta famille, ta composition familiale? Alors donc, je m'appelle Audreyne, j'ai 36 ans, je bosse en laboratoire et je suis spécialisée dans la recherche contre le cancer. J'ai 2 enfants qui ont 4 et 6 ans, que j'élève seule suite au décès de leur deuxième maman. Donc depuis peu, ma nouvelle amoureuse partage notre vie à temps partiel. En gros, c'est un week-end sur 2 et puis pendant les vacances, car on ne vit pas encore tous ensemble. Donc, je vais me résumer en famille monoparentale, homoparentale recomposée. Ouais, c'est un peu long pour un résumé, mais je pense que Beau on est résumé. bon. Oui, effectivement. Très beau résumé. C'est effectivement une particularité importante. Ce sera intéressant peut-être à un moment donné de développer avec toi le côté monoparental et le côté recomposé. On verra ça sûrement sur un prochain épisode. Avec plaisir. Donc du coup, tu me disais donc que tu as eu 2 enfants, donc issus d'une précédente union. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette précédente union, de comment vous vous êtes rencontrés, de qui était ta compagne et de comment est venue l'envie d'enfant? Alors, on s'est rencontrés en 2005, donc ça fait un bon moment, via un forum d'élevage de rats. Donc voilà, on élevait toutes les deux des rats. Oui, des petits animaux avec les grandes moustaches, là, on parle bien de la même chose. Et des bestioles qu'on aime tous, ouais. Ouais, non mais ils sont mignons, hein, c'est pas des rats d'égout, hein, quand même. Et du coup, voilà, elle cherchait un mâle pour faire une reproduction pour une de ses femelles, et puis j'avais le candidat idéal. Donc voilà, on s'est rencontrés. J'ai accueilli, je crois, sa petite femelle chez moi, et puis ça a été un gros fiasco, hein. Clairement, ils ont rien fait du tout, ces 2 animaux-là, et ils ne s'en est rien retiré. Bon, ouais, pour les rats, c'était mort. Ça n'a pas marché. Et du coup, voilà, bon, a priori, ça a fonctionné pour vous, par contre. Voilà, pour nous, ça a été un peu plus concluant que pour les rats. D'accord, ok.
Donc du coup, vous vous rencontrez en 2005, vous commencez à vous fréquenter de façon un peu plus rapprochée, on va C'est dire. ça, on avait un groupe d'amis où on sortait tous ensemble assez régulièrement via justement ce forum et on s'est rapprochés au fur et à mesure. D'accord. Et donc du coup, vous emménagez, je suppose, ensemble dans les années qui suivent. Oui, alors ça, je pourrais pas donner la date exacte, mais du coup, je suis allée habiter dans l'appartement qu'elle avait. D'accord. Ouais, Et du coup, t'es parce qu'on a arrivé pas d'où, mal toi? bougé. Alors moi, je suis D'accord. originaire de Haute-Savoie, mais j'ai fait mes études à Paris et ensuite j'ai trouvé un job à Paris, donc j'y suis restée au début de ma vie professionnelle. D'accord, ok. Quand arrive l'envie d'enfant dans votre union? Alors ça, c'est une bonne question. La dernière fois, je me la suis posée et je n'ai pas su retrouver la réponse dans ma tête. D'accord. Ça peut paraître étrange, alors oui, je conçois. Alors je suis quelqu'un qui a une super mauvaise mémoire. D'accord. J'ai pas de mémoire de date, j'ai pas de mémoire. Il y a plein de trucs qui s'effacent au fur et à mesure, c'est assez déstabilisant. Les gens se disent ah mais elle le fait exprès ou mais non. En fait, j'oublie vachement de trucs. Alors des fois c'est embêtant. Mhm. Des fois je pense que ça l'est moins parce que du coup bah ça permet de pas ressasser, de passer plutôt vite à la suite. Mais du coup oui, Mhm. l'envie d'enfant. Alors moi de base, je suis pas quelqu'un qui est hyper maternante, ça c'est sûr. Mon Mhm. épouse, elle l'était vachement, elle adorait les bébés, s'occuper des bébés et tout ça. Donc ouais, on en a parlé. Et puis, le truc que moi je trouvais cool par contre, c'est la grossesse. Ça, je trouvais ça hyper cool comme idée d'avoir un enfant qui se développe à l'intérieur et tu le sens bouger, machin. Alors ça par contre, ouais, du coup ça me plaisait cet aspect-là. Mais pas D'accord. l'aspect pouponnage derrière. Moi, Oui. mon truc, c'était La ok, conception, quoi. je veux bien le développer. Ensuite, je le sors, je retourne travailler et tu t'en occuperas. Merci bien. C'était un peu ça le deal. Hein. D'accord. Et ta conjointe, elle n'avait pas l'envie de porter? Elle pouvait pas pour raison médicale. D'accord, ok. Donc du coup, naturellement, entre guillemets, le choix s'est porté sur toi. Oui, oui. Enfin, il n'y a pas eu de grand débat, quoi. Non, il n'y a pas eu besoin de débat ni même de réfléchir plus de 2 secondes en fait. D'accord, Ça ok. a été de toute façon, c'était moi. D'accord. Et du coup, une fois que vous avez pris cette décision donc d'agrandir votre famille, quelle avait été votre réflexion concernant la conception de ces enfants, puisqu'on sait que en France, c'est toujours pas autorisé. Comment vous vous êtes projeté? Alors nous déjà, on a éliminé d'office tout ce qui est artisanal, commande de paillettes à l'étranger pour le faire soi-même à la maison. Ça ne s'est même pas rentré dans les débats. On savait de toute façon l'une comme l'autre que c'était non, quoi. On voulait faire ça dans un cadre médical. Donc du coup, on a eu le choix entre donc l'Espagne et la Belgique pour faire simple. Après, Mhm. il y avait aussi le Danemark qui nous tentait. Mais niveau gestion des vols, des hôtels et tout, enfin ça devenait très compliqué de devoir partir à Copenhague à la dernière seconde. Oui, c'est C'est vrai que pas c'est évident. compliqué. Franchement, celles qui le font, je leur tire mon chapeau parce que se sortir des vols comme ça en dernière minute, bravo. Du C'est coup, on s'est compliqué. arrêté sur la Belgique pour Mhm. la raison qu'on voulait que le donneur soit un donneur semi-anonyme. Donc D'accord. semi-anonyme, c'est-à-dire que l'anonymat peut être levé pour les enfants et uniquement pour les enfants lorsqu'ils Mhm. auront l'âge de 18 ans. Et ça, c'est D'accord. pas Donc, possible en Espagne. ok, je ne savais absolument pas qu'en Espagne, ils ne pratiquaient pas le don semi-anonyme. Non, c'est uniquement D'accord. anonyme, c'est comme en France. Ok. Donc du coup, le choix se porte sur la Belgique, pour cette Oui, raison-là précisément. Comment vous faites le choix de votre clinique, puisque il y a beaucoup oui, de oui, choix. oui. C'est ça. Alors du coup, j'étais inscrite sur un forum homo et parents, j'imagine comme beaucoup de gens, Comme qui tous, je pense. liste toutes les... C'est ça. Qui liste beaucoup de cliniques qui existent, mais le problème c'est que dans toutes les cliniques qui étaient listées, quand je lisais les comptes rendus, en fait ça me convenait Mhm. pas. Donc déjà j'étais bien D'accord. chiante. Hein. Je me disais ça c'est l'usine, ça c'est l'usine, ça c'est l'usine. Je voulais pas tous les grands centres où tout le monde va D'accord. parce que c'est l'usine et parce que ils stimulent les gens et on est enfin non, je me voyais pas donc je cherchais plutôt une clinique assez petite
où ils acceptaient il n'y ait pas de stimulation parce que je savais très bien que mon corps fonctionnait à merveille et que j'avais absolument pas besoin de me taper des hormones de synthèse gratuitement qui plus tard pourraient peut-être me faire de la merde. Donc c'était non. Tu fais partie de ces femmes qui connaissent très bien leur corps. Ah oui, oui. Je peux dire la minute à laquelle j'ovule. Hein. Enfin, en même Ça, temps, ça m'impressionne. j'avais suivi mon cycle avant, je le connaissais pas aussi bien. À partir du moment où je me suis dit, ok, on part en PMA, je me suis dit, je vais essayer de regarder si tout va bien, si j'arrive à comprendre comment ça fonctionne. Et en fin de compte, je pense au bout du 3e cycle, j'étais à peu près calée, je savais exactement quand est-ce qu'il y avait les changements hormonaux, du coup, je me suis dit, je pense que j'aurais pas besoin de stimulation, ça va le faire. Du coup, on est tombé sur une petite clinique à Gand, donc en plus partie non francophone de la Belgique, là aussi où les gens vont peu. Oui, tout à fait. Parce que ça leur fait peur. Moi qui ai l'habitude de parler en anglais toute ma journée dans le cadre de mon travail, ça me faisait pas peur. Donc on est rentré en contact avec eux et on les a trouvés très sympathiques et ils avaient pas de délai d'attente. Je crois qu'on a téléphoné au mois de novembre et on a eu un rendez-vous en janvier parce que à la base ils voulaient nous donner un rendez-vous avant, mais on a dit non, on téléphonait. Laissez-nous le temps d'atterrir un peu. C'est ça. On pensait qu'il y aurait 3-4 mois d'attente et les gens ils disent bon alors la semaine prochaine. Ah ouais mais non là c'est un peu tôt là. Laissez-nous mûrir le truc quand même. C'est ça exactement parce que du coup oui ils nous ont mis le même jour rendez-vous psy parce qu'il y a un rendez-vous psy souvent dans les cliniques en Belgique et du coup rendez-vous gynéco. D'accord. Donc ça aussi il y a des gens je sais qu'ils éliminent la Belgique à cause du rendez-vous psy. Parce que je sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais c'est vrai que, nous, le rendez-vous psy, c'est vraiment une discussion avec une psy hyper sympa, qui au contraire nous a donné des petits bouquins sur l'homoparentalité. Elle était vraiment pas là pour piéger quoi que ce soit, quoi. Oui, c'était bienveillant. Tout à fait. Oui, c'est vrai que nous, c'est ce qui nous avait un peu inquiété dans le parcours belge, c'était ce fameux rendez-vous psy où on avait clairement l'impression que c'était plus un accord pour devenir parent qu'on allait nous donner, ce qui n'est pas absolument pas le cas en fait. Non, en tout cas, peut-être que dans certaines cliniques, c'est ce qui se passe. Après, peut-être. Ça doit dépendre des personnes qu'ils ont en face. Oui, je pense aussi. Donc ça veut dire qu'on était plutôt équilibrés, c'est plutôt une bonne chose. Ça. C'est ce qu'il faut se dire. Donc du coup, tu fais ton premier rendez-vous au mois de janvier, c'est ça ? Je crois que c'était à peu près ça, oui, au mois de janvier. Quel a été votre ressenti quant à l'accueil dans la clinique par rapport à votre couple ? L'accueil était vraiment bien, quoi. Enfin, on se sent vraiment bien. On est accueillis comme un couple, il y a aucun problème. En même temps, ils ont l'habitude. En fait, dès l'arrivée à l'hôtel, on avait pris un petit hôtel juste à côté de la clinique. C'était une ancienne maison rénovée où il y avait, je pense, 8-10 chambres. Et les gens qui tiennent l'hôtel, ils savent très bien qu'est-ce que 2 femmes françaises viennent faire là. Et du coup, ils sont hyper gentils au petit déjeuner, ils passent et puis ils disent allez, on croise les doigts, hein, bonne chance. Non, mais c'est juste le rendez-vous. Vous emballez pas, hein, on va revenir. Non, mais ils sont d'une gentillesse les Belges. On avait été impressionnés, mais vraiment impressionnés. Enfin, on n'a pas cette habitude là en France. Non, carrément pas, non. La femme de chambre qui vient te dire allez, on y croit, hein. C'est trop gentil. C'est trop chou, hein, c'est clair. C'est vraiment un ressenti, je pense, qui est général par rapport à la Belgique. En fait, c'est un non-sujet. Le couple, on a un couple infertile comme un couple infertile finalement. Et on nous aide. C'est ça. Ok, et donc du coup, suite à ces 2 rendez-vous, vous êtes vous êtes revenu en France assez rapidement, je suppose. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces rendez-vous ? Le rendez-vous psy, donc tu viens d'expliquer, mais ton rendez-vous gynéco ? Oui. Alors, le rendez-vous gynéco, il demande si on souhaite avoir une stimulation. Eux, ils disent que de base, si tout va bien, ils en prescrivent pas. Donc, moi, ça m'allait parfaitement. Ensuite, vient la question du donneur. Et là, du coup, nous, on a dit, non, on voudrait un donneur semi-anonyme. Donc, à ce moment-là, elle a sorti le catalogue, elle l'a posé sur le bureau, et elle a dit, lequel ? Alors, comment vous dire ? Alors moi, on s'est regardé direct, et avec, donc c'est Hélène, qui était mon épouse. Donc la deuxième maman. On s'est regardé avec Hélène, et on a dit à la gynéco, ouais, mais en fait, il n'y en avait aucune de nous deux qui avait envie de choisir vraiment, parce que le but
du donneur semi-anonyme, c'était pas de screener comme certaines font. Il y en a qui veulent ça parce qu'elles veulent tous les critères pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pour avoir, je sais pas, une maîtrise quelconque. Mais oui, Moi, complètement. c'était pas ça. C'était pour que les enfants, plus tard, s'ils veulent savoir, ils aient, on n'est pas à leur dire, bah non, tu sauras pas. Ouais, je comprends. Ce sera, bah, quand tu auras 18 ans, tu pourras demander l'accès à ton dossier. Du coup, moi, je m'en foutais éperdument de à quoi allait ressembler le donneur, c'est quoi qu'il aime, quel est son livre préféré et comment il trace CL et CW, quoi. Rien à faire. C'est vrai qu'il y a des critères, enfin des critères de choix dans les donneurs. Alors nous, on n'a pas eu cette opportunité-là entre guillemets puisque la clinique ne nous laissait pas le choix. En fait, ils nous imposaient un donneur qui calibrait par rapport à la deuxième maman, donc aux critères physiques de la deuxième maman. Mais au-delà de ça, enfin, on n'avait aucun choix. Mais c'est vrai que c'est tellement vaste ce qu'on peut choisir, c'est assez perturbant, je dirais. Mais c'est ça. Donc du coup, on a dit à la gynéco, bah, vous nous regardez et puis vous choisissez. Elle dit mais je choisis vraiment pour vous. Excellent. Oui, vraiment. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Enfin, si vous voulez, vous ouvrez la page d'un nombre au pif, quoi, mais il est hors de question qu'on choisisse. Du coup, on est parti. Elle a dit bon bah ok, je vais choisir. Je vais choisir. Le lendemain, je crois qu'elle nous a envoyé un mail en disant bah voilà, j'ai sélectionné donneur numéro machin truc. En me disant juste bon bah il a les cheveux bruns et les yeux bruns verts, il y avait la taille, le poids. Voilà. D'accord. Il va très bien. Impeccable. Vous avez choisi très bien. Moi je suis d'accord. ça me va. Et donc du coup, suite à ça, donc elle vous a refixé un rendez-vous ou vous deviez réaliser, ou elle vous a donné de suite des examens réalisés ou enfin, voilà, comment ça s'est passé la suite? Alors suite à ça, du coup, je suis partie avec mon ordonnance, avec tous les examens à faire. Il n'y avait pas beaucoup d'examens par rapport à ce que certaines ont. Franchement, j'avais 2-3 trucs à faire vite fait. Et puis elle a dit, bah dès que les paillettes arrivent, on peut y aller. Excellent. C'était ça l'étape la plus longue parce que comme c'est des paillettes de donneurs semi-anonymes, elles arrivent du Danemark. Et il m'avait expliqué qu'ils faisaient venir des containers cryo uniquement quand ils avaient un certain nombre de paillettes commandées. D'accord. Parce que ils mutualisaient. déjà sur le prix du Colissimo, la facture du transport de cryo elle était costaud. Hein. C'est clair. C'est pas sur la poste. Hein. C'est ça. Le transport danois. Du coup, ils optimisent pour que nous, on n'ait pas à payer 5000 balles de transport. Quoi. Bah oui, c'est clair. Du coup, je crois qu'elles ont mis quelque chose comme 3 mois à arriver. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui, bah oui. Oui, mais ils nous avaient prévenus. Hein. D'accord. Ils allaient attendre un petit moment pour avoir une commande conséquente. D'accord. Du coup, vous avez attendu ces fameux 3 mois et vous avez enchaîné sur le cycle dès qu'ils vous ont dit qu'ils avaient reçu les paillettes? C'est ça. D'accord. Dès qu'ils ont dit on a reçu les paillettes, on a dit bon bah parce que j'avais pas d'examen en fait à faire, il n'y a pas de suivi. D'accord. C'était juste faire pipi sur des tests d'ovulation et le jour où la barre apparaît, on les appelle et on dit bon bah on monte en voiture, hein, préparez le matos. Ah, c'est effectivement c'est assez simple comme protocole. Oui, et c'est pour ça qu'il faut être aussi assez sûr de soi. Quoi. Ah bah oui, parce que on va pas se lancer dans le truc comme ça en se disant peut-être qu'on voit la barre, peut-être qu'on la voit pas. D'accord. Et du coup, ils vous faisaient pas d'échographie de monitoring en fait pour vérifier que t'étais bien en période d'ovulation. Ils ont pas déclenché l'ovulation. Enfin voilà, ils ont vraiment fait sur cycle naturel en fait. Ouais, c'est ça. Alors le premier coup, je me suis foirée. D'accord. Parce que je pense avec le stress, l'inconnu, tout c'est devoir gérer, de partir du travail à la dernière minute et tout. Ouais. J'ai cru que le test avait tourné, puis en fait il avait pas vraiment tourné quoi. D'accord, ok. Donc du coup premier essai, ça a été un échec. Donc du coup quand on est quand on est arrivé, j'ai dit mais enfin il y a un truc bizarre parce que je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Du coup ils m'ont fait l'écho. Et ils m'ont dit ah oui mais là en fait l'ovulation elle est pas passée. Du coup ils m'ont déclenché sur place. D'accord. En me disant bah revenez demain. Mais bon je pense que le truc c'est que c'était pas assez mature donc de toute façon ça n'avait que très peu de chance. Je me disais que de toute façon voilà quoi. Gros c'était un coup pour rien. D'accord. Un peu énervant. Oui. Mais au moins ça m'a permis de prendre des marques. De prendre mes marques, ouais. Bon, ça fait un peu cher pour prendre ses marques, mais... Certes. Mais bon, au moins le deuxième coup, je me suis pas ratée. Voilà. Et il a peut-être été plus efficace.
Donc du coup, vous avez fait une deuxième C'est ça. tentative le cycle suivant? Oui, on est parti direct le cycle d'après. D'accord, ok. Donc pareil, rebelote, le même protocole, bon, finalement simplifié, et du coup, en suivant, vous repartez sur gants. C'est ça. Donc voilà. Donc après, j'avais aussi changé de marque De test d'ovulation? de test d'ovulation parce que j'avais remarqué qu'il y en avait qui marchaient plus ou moins bien. D'accord. Donc j'ai changé de marque de test Ok. et c'était un peu plus net. J'ai changé l'heure aussi parce qu'ils donnent pas les heures à laquelle faire les tests d'ovulation et selon les heures à laquelle on les fait, ça change tout le résultat. Ah d'accord. Mais c'est vraiment ah oui, c'est vraiment très impressionnant. D'accord. Parce qu'en fait, donc s'il y a des gens dans l'assistance là qui m'écoutent, qui galèrent un peu avec leur test d'ovulation, Vas-y, donne-nous tes tips. le mieux, c'est de le faire vers 11h30 du matin, Précise. en n'ayant pas bu depuis 9h. D'accord. Parce que le pic de l'hormone qui induit l'ovulation se fait à partir du moment où on se lève en fait. Donc si on le fait le matin au lever, la bande sera... Il y a des légères variations, mais l'hormone n'est pas à son maximum. Du coup, c'est hyper difficile à interpréter. C'est comme ça que je me suis plantée. D'accord. Du coup, le fait de pas boire, ça concentre l'urine. Et quand on le fait moi je le faisais du coup vers 11h30 avant d'aller manger. Et là, c'était vraiment net. Quand ça vire, ça vire. Il n'y a pas de... Ouais, il y a pas de tortiller, questions à se poser. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que sur le coup, il faut les apprivoiser, ces trucs. Ouais, c'est pas évident. C'est clair. Je t'avoue, j'en ai jamais fait. Du coup, vers 11h30, je partais joyeusement aux toilettes, suivie de tous mes collègues qui étaient dans la confidence. Merci l'intimité, les mecs. C'est clair. Parce que ils savaient très bien que si je devais partir à la dernière seconde, je laissais mon job à... Je répartissais. D'accord. Du coup, je sortais des toilettes et puis j'avais des pères d'yeux et comme ça qui me regardaient genre alors. Non, c'est pas encore aujourd'hui. Ah d'accord, bon on va manger. Bah ouais, on va les manger. Excellent. D'accord. Et le jour où ça a été bon, c'était pareil, ils me regardaient, ils disaient, bon bah c'est bon là j'y vais. Donc ils disaient toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et ils partaient tous avec leurs trucs à faire. Et ils étaient tout contents, ils disaient allez vas-y. Et puis donc entre temps Hélène appelait la clinique. Du coup la clinique réservait l'hôtel et puis j'avais plus qu'à arriver le plus vite possible et sauter dans la voiture. D'accord. Et faire 10 heures de route. 10 heures, oh là là. Ah, et 10 heures, ouais. Ouais, c'est pas rien. 10 heures. C'est long. Très long, oui. C'est très long. Tu m'étonnes. Et du coup, ils vous fixaient une heure précise d'arrivée, en fait, c'est ça? Ils vous demandaient d'être présent pour le lendemain matin, 8 heures, donc quelque chose comme ça? Pour le lendemain matin, ouais. De toute façon, en fait, à la base, ils demandaient à ce que le test soit fait, je crois, le matin, justement, et pour fixer un rendez-vous l'après-midi. Sauf que je leur avais dit qu'avec 10 heures de route, on allait avoir un problème. C'est clair. C'est clair, ça passe pas. Parce que les gens qui habitent dans le nord, ils y vont direct sur la journée, je sais. Mais enfin, nous, c'était pas possible. Ils me disaient, oh, mais non, mais le lendemain, c'est toujours bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous, on avait rendez-vous le lendemain. T'étais toujours sur Paris à cette époque-là? Non, j'étais revenue en Haute-Savoie, d'où les 10 D'accord, ouais, c'est parce que je me disais, ça fait long quand même depuis Paris. Soit je situe mal Gand, soit je sais pas. Soit tu conduis vraiment comme une merde. C'est ça, il y a ça aussi possible, hein. Je suis plutôt à respecter les limitations de vitesse, voilà. Ok. Et donc, du coup, ce deuxième essai, raconte-le-moi. Alors, le deuxième essai, du coup, on arrive. En un cycle, ils avaient changé l'infrastructure de la clinique. Tout était vachement plus moderne, c'était beau, tout ça. Ah oui, d'accord. Bref. Ils sont rapides. Juste, c'est plus sympa. Oui. Et du coup, il y a là où j'allais, il y a 3 gynécos, je voyais, soit l'un, soit l'autre, c'était peu importe. Et du coup, là, il a fait, ils font leur insémination, et puis après, ils disent, bon, voilà, allez, hein, bonne chance, on espère qu'on se reverra pas. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, toi, t'avais un quota, je pense que c'est le même partout en Belgique, mais il y a un certain nombre d'inséminations autorisées, de mémoire, je crois que c'est 5. Ah, j'en ai aucune idée. Ils t'ont pas parlé de ça? D'accord. Bon, nous, ils nous l'avaient précisé, hein, au départ. Bon, après, je pose plein de questions toujours, mais je crois que c'est 5 inséminations, 5 ou 6, je sais plus exactement, et ensuite, ils passent sur un protocole de FIV. Ok. Oui, mais du coup, non, peut-être qu'ils en ont parlé, que j'ai oublié, mais... Bon, en tout cas, tu n'es pas arrivé jusqu'aux 5 tentatives, puisque tu n'es pas passé en FIV.
Non, absolument, parce que la deuxième, quand je calcule pas comme une débile et que je sais regarder un trait violet qui vire au violet, Voilà, hein, et pas au rose au pâle. rose légèrement pâle, Ça marche mieux. et ben ça Ah, marche. excellent. C'est génial. Deuxième Voilà. essai, c'est super. Oui. Donc, comment ça s'est fait, en fait? Donc, toi, t'as patienté les fameux 14 jours les plus longs de toute notre vie? Oui, voilà, c'est ça. T'as fait une prise de sang ou t'as fait un test de grossesse Non, pas du tout. J'ai fait un test. Non, j'ai fait un test. Combien j'ai pu en faire? Je crois que je les ai gardés. Hein. Ils sont quelque part dans une D'accord. malle. J'en ai pas fait un. Hein. J'ai dû en faire les boîtes de tests. Déjà, je crois qu'ils se vendent par 5 ou un truc comme ça. J'avais acheté sur internet. D'accord. Donc je pense que j'en ai fait déjà Au moins déjà 5. 5. Hein. Comme on sait jamais, on n'est pas vraiment sûr, je suis allée quand même à la pharmacie acheter Les ceux Clear qui Blue. parlent, enfin pas ceux qui parlent, mais ceux qui sont écrits Ouais. 1-2 là. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, avec 5 trucs à bâton et un digital, on est Si bon là. tous me disent la même chose, il y a des chances que ce soit bon. C'est ça. Mais je suis pas allée faire la prise de sang tout de suite. Par contre, je refaisais tous les matins sur pipi sur le bâtonnet. Hein. D'accord. J'en ai La arrosé du clinique bâtonnet. la clinique ne te demandait pas une prise de sang à J14 ou J15. Pas du D'accord. tout. Mais alors, pas du tout. Je pense que si on leur disait rien, ils ne Ah demandaient d'accord. pas. Ah oui, c'est étonnant parce que nous, il fallait préciser, enfin, il fallait les appeler tout de suite pour leur dire qu'on était enceinte parce que, en fait, le donneur n'a droit qu'à un certain nombre de dons par pays pour éviter la Oui. consanguinité. Oui. Donc, il fallait tout de suite les prévenir pour qu'ils bloquent le donneur si on Mm. était arrivé au nombre de dons, quoi. Et donc est arrivé ton premier. C'est ça. Ok. Comment ça s'est passé? La grossesse, l'accompagnement, le suivi, alors pas forcément dans le détail, mais surtout par rapport à votre situation de couple? Alors j'ai déjà le gynéco a été depuis le début, il est hyper friendly. Hein. S'il avait pu faire lui-même, il aurait fait D'accord. lui-même. À aucun moment il a fait une quelconque réflexion déplacée. Enfin, c'était vraiment un T'as eu la plaisir d'y chance de aller. trouver On savait très bien que ça allait très bien se passer. un Ouais, gynéco en ouais, ouais. France qui soit suffisamment ouvert. Oui, 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 oui. Franchement, s'il avait fallu faire des ordonnances, là, du coup, j'en avais pas besoin parce que j'avais pas de traitement, mais s'il avait fallu faire des ordonnances, il les faisait. Il y avait vraiment aucun souci. D'accord, ok. Donc, au niveau du suivi, enfin, chaque fois, il disait, fallait qu'on soit là à 2 pour les échos, tout ça, machin. Il donnait les petites photos aux deux, des échographies. Non, vraiment, il y avait une prise complète Oui, oui, des voilà. Il deux vous a vraiment parents. considéré du départ C'est comme pas deux dit. parents, sans considération. Oui, Voilà. voilà, c'est ça. Après, au niveau de... J'ai accouché en clinique, D'accord, côté de la d'accord. maison. Quoi. Et là, pareil, la prise en charge a été... Ouais, au niveau de la préparation, la sage-femme, il n'y a pas eu de problème. Alors après, moi, je vais pas du tout accrocher avec son style de préparation. Ça, vraiment, ça me touchait pas. Je trouvais que ça m'apportait pas grand-chose. Mais de toute façon, j'avais pas vraiment le choix dans la préparation à l'accouchement parce que quand on n'habite pas Lyon, Paris ou Marseille, à mon avis, on n'a pas grand choix, quoi. On prend la sage-femme qu'il y a dans le coin et Oui, basta. Et encore celle qui a de la place, qui a des rendez-vous qui coïncident avec nos heures de travail. Enfin, oui, c'est vrai que c'est pas évident tout ça. ouais, dans mes souvenirs, elle était, ouais, elle a jamais. Je sais que ça l'avait étonnée au début. Elle avait posé des questions un peu bizarres, mais c'était pas méchant, Oui, c'était c'est de la juste bizarre. curiosité. De toute façon, sinon j'y serais pas retournée, quoi. C'est clair. Clairement. Je l'avais trouvé trop cool. C'est clair. J'aurais fait pas de préparation du tout et On va y basta. aller au feeling, hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, t'accouches en clinique. Pareil, l'accueil se passe bien pour vous? Alors, l'accouchement du premier s'est extrêmement Aïe. mal déroulé, mais rien à voir avec une quelconque famille D'accord. homoparentale. C'est juste que je pense que je suis pas tombée sur la bonne époque. Enfin, il y avait une des sages-femmes qui était très 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 gentille, mais je pense qu'elle venait de finir ses études. Elle était très 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 Ouais. jeune et que elle a pas su voir qu'il y avait un problème dès le Aïe. départ. D'accord. C'est-à-dire que Elliot se présentait la tête vers les Ah oui. étoiles. Du coup, il s'engageait pas bien, c'était une catastrophe. Donc bon, alors c'est combien d'heures déjà?
j'ai accouché parce que tout le monde s'inquiétait du coup au bout d'un moment, hein. Tout le monde commençait à envoyer des messages à Hélène en disant mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, elle fait quoi? Il y a mes parents qui vont carrément venir parce on va aller le sortir, nous. Hein. Mais là, c'est pas normal quand même. Parce que entre les contractions du début où ils te disent ok c'est pour dans quelques heures et le moment où monsieur a décidé de naître, il s'est quand même passé 38 heures. Ouais. Donc je me suis tapé 38 heures de contractions sans dormir, sans manger, sans boire, avec 2 heures de péridurale qui ont fonctionné entre-temps. D'accord. Oui, donc, très long, je veux bien te croire. C'est ça. Du coup, et en plus la personne qui était là de nuit, parce que du coup la première qui était sympa, j'ai eu le temps de les voir 2 fois. Il y a eu 2 changements d'équipe. Chaque fois qu'il revenait, il disait mais vous êtes encore là? Bah oui, je suis encore là, oui. Je vous assure, je préférerais être ailleurs. Et du coup, la nuit, ça s'est mal passé parce que la personne qui était là avait décidé qu'elle voulait lire. Oui, d'accord, elle voulait pas se casser la tête. Et du coup, moi, je me sentais très mal. Et Hélène n'arrêtait pas d'aller la voir en disant mais ma femme, elle va pas bien. Elle lui disait j'ai pas que ça à faire. Elle est dans un transat devant en train de lire un bouquin. Au bout d'un moment, Hélène s'est énervée parce que j'avais les mains et les pieds noirs. J'étais plus ou moins consciente. Hein. Je sais que c'est elle qui m'a raconté parce que moi, plus ou moins là, faut être honnête, avec la douleur et tout machin, j'étais complètement ailleurs. Du coup, ils ont commencé à s'exciter un petit peu. Le lendemain, il y a eu le changement d'équipe où la sympa est revenue et là, elle s'est dit merde, il y a un truc bizarre quand même. Ils ont appelé le gynéco, mais je pense qu'ils ont pas décrit le truc comme étant assez bof quoi. Donc il a dit attendez encore machin et puis au bout d'un moment ils l'ont rappelé et puis il a dit mais qu'est-ce qui se passe là, il devrait être sorti depuis longtemps ce bébé, j'arrive. Du coup il est arrivé en courant, je me rappelle de la voir, la porte qui s'ouvre, lui qui arrive en courant, qui se précipite entre les jambes. Évidemment il n'avait pas les bras libres. C'est ça. Et là il lève la tête et je me rappelle de sa tête genre affolée, alors que vraiment c'était quelqu'un qui rigole tout le temps, qui avait toujours toujours le sourire et tout, et là il était affolé. Il a regardé les sages-femmes, il a dit mais on peut savoir pourquoi j'ai pas été prévenue avant? Ça a dû te rassurer ça. Du coup ça a commencé à un peu chauffer dans la pièce. Ouais c'est ça, ça m'a rassurée, ça a commencé à un peu chauffer dans la pièce. Il les a regardés, il a dit de toute façon là il n'y a pas 36 solutions, on a 5 minutes pour le faire sortir sinon, et il a coupé net. D'accord. Donc je l'ai regardé, j'ai dit sinon on peut avoir la fin. Il me dit non vous la voulez pas la fin. D'accord, je ne veux pas la fin. Bon alors on va faire comme si je ne voulais pas la fin. Du coup il a regardé tout le monde, il a dit vous m'envoyez les forceps. Donc, là ils ont ouvert leur espèce de grosse cuillère à salade là, attention. Allez touiller la laitue, c'est parfait. Du coup, il me regarde avec ces machins là et il me dit vous me donnez la permission d'y aller? Ça faisait 38 heures que je souffrais le martyre. Le mec, il me dit vous me donnez la permission d'y aller. J'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit écoutez, si vous voulez y aller avec un tractopelle, vous y allez avec, j'en ai rien à faire, faut que ça sorte maintenant. Il m'a dit ok d'accord, si vous le prenez comme ça on y va. Oui on y va, oui. Et du coup c'était réglé en 2 secondes avec les forceps. Et donc Elliot est arrivé. Et là, votre vie a basculé. Voilà. C'est ça. C'est ça. Exact. Enfin, pas tout de suite, hein, parce que au début, c'est calme. Hein. Ça bascule pas direct. Et comment vous avez appréhendé votre vie de maman du coup à deux? Comment vous avez, comment ça s'est passé pour Elliot? Moi, j'avais un autre stress qui était de retrouver du travail parce que entre-temps, l'entreprise où je travaillais avait fermé. Donc je savais que j'étais pas, ils avaient pas pu me licencier parce que j'étais enceinte, mais je savais que dès que j'étais en fin de congé de maternité, de toute façon, j'allais recevoir ma lettre de licenciement dans la foulée. Ouais. Donc c'était pas, ça devait pas être un bon contexte quoi. Pour toi, ça devait être assez angoissant aussi. Ouais, c'était un peu ça. C'est à la fois t'es content et puis à la fois t'es merde, mais quand même, y a rien derrière, faut retrouver quelque chose. Surtout que je me voyais pas du tout. Ouais, je comprends. Ne pas travailler, vraiment quelque chose. Ouais, et puis tu l'as dit, toi tu aimes accompagner la conception de ton enfant, mais après c'est vrai que peut-être rester à la maison c'était pas tout à fait envisageable pour toi.
Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, donc Elliot grandit bien a priori, et vous relancez dans un. Alors attends, Elliot, il est né en quelle année? Il est né en Il est né en 2013, 2013. d'accord. Donc en 2013, vous aviez, il est né avant, après la loi, le passage de la loi pour le mariage? Je sais pas, c'était quand la loi? C'était en mai-juin, je crois, 2013. Ouais, bah, du coup, il est D'accord, né ok. avant parce qu'il est né en mars. Donc du coup, c'est posé la question de l'adoption et donc du mariage. Oui. Du coup, dès que la loi est passée, effectivement, on est allé à la mairie pour se marier, pour effectivement qu'il puisse être adopté D'accord. le plus Donc vite. vous vous êtes mariés en 2013, enfin dès que vous avez pu poser votre dossier, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on D'accord, était ok. dans les premières. Et suite à ça, vous avez lancé la procédure d'adoption. Comment ça s'est passé chez vous, cette procédure? Du coup, je suis allée Mhm. récupérer les papiers au tribunal et j'ai suivi scrupuleusement les papiers qui étaient demandés. Mais alors du coup, à ce tribunal-là, il y avait pas. Je sais qu'il y a des gens qui doivent fournir des attestations, des lettres de proches, des photos, enfin des trucs hallucinants. Nous, on avait juste la déclaration du nom de famille, le truc qui se fait chez le Oui, notaire là. la déclaration de nom, qui d'ailleurs selon oui, c'est ça, qui d'ailleurs selon le notaire coûte 180 Oui, ou exactement. 800 balles. Voire plus, hein. Ça aussi, ça me fait doucement Oui, hurler. j'ai Ah entendu bon? des, Ah d'accord, super. des témoignages où ça tournait autour de 1200 euros. Ah ouais, parce que moi, mon notaire, je l'ai appelé, j'ai dit ça coûte combien pour faire un consentement à l'adoption? Elle me dit bah 170. Je lui dis oui, mais 170 c'est quoi d'autre? Elle me dit bah Ouais. 170. Ah oui. Elle me dit bah oui, c'est le tarif fixé. Ah bah dire, il y en a qui s'en mettent plein les Exactement. poches, dis donc. Non, mais c'est vrai que nous, on nous avait facturé c'était un tout petit peu plus cher, je crois, sur le premier rendez-vous, mais par contre, ils nous avaient facturé un deuxième acte pour l'envoi de la non-rétractation. Chacun fait comme, voilà, comme il le sent, quoi. Donc, du coup, oui, tu fais l'acte chez le notaire, tu constitues ton dossier. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai été déposée au tribunal, sans avocat, sans rien, parce que on estimait que on n'avait pas, enfin, qu'il y avait rien à défendre. Que de toute façon, c'était, ils avaient qu'à suivre la loi, point. On remplissait tous les critères. Et toi, du coup, ça avait été assez clair quand tu avais fait tes recherches pour l'adoption, parce que en 2013, c'était vraiment flou encore. Hein. C'était vraiment flou, mais moi j'étais dans l'optique, de toute façon, ils n'ont pas à refuser parce que c'est comme ça, point. Alors après, effectivement, c'était assez flou, et puis il est arrivé le moment où ils ont commencé à dire que c'était une fraude à la loi, parce que ça, ils l'avaient pas dit dès le début, en fait. Au début, c'était assez évasif, puis est arrivé ce moment de vous faites des fraudes à la loi, et c'est le moment où on a été convoqué. Et du coup, tu sais mesurer à peu près en temps, combien de temps il s'est passé entre le moment où tu as déposé ton dossier et où vous avez été convoqué? Non. D'accord. Non, je pourrais pas dire comme ça, je me rappelle plus. Ok. Et donc du coup, vous avez dû vous présenter à l'audience? Oui, sans avocat. Donc, alors que toutes les autres, ils avaient fait une journée. Ils s'étaient fait, je pense, une journée spéciale adoption de lesbiennes. Ils avaient dû se dire, allez, hop, tous les dossiers on les passe ce jour-là. Ils s'étaient dit, on va toutes les grouper là. Et il y en avait, on va dire 90% qui avaient un avocat avec eux. Donc déjà, je me suis dit, merde, on aurait peut-être dû. Bon, après, je me suis dit, mais non, il n'y a pas besoin, je sais parler, ils vont pas me faire peur. D'accord. Ça va aller. Et puis, au fur et à mesure que les couples de filles sortaient de la pièce en larmes, on s'est dit, oh putain, ça va être costaud. Parce que tu sais très bien ce que tout le monde était venu faire là, hein, visiblement, et quand tu les vois ressortir en pleurant, tu te dis, et puis ça sentait pas la pleure de joie, hein, clairement. Fallait être honnête. Du coup, arrivé un moment, ils nous disent, mesdames, c'est à vous. Allez, c'est parti, allons-y. Donc déjà, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Tu rentres dans la pièce, je sais plus combien ils étaient en face, mais ils sont quand même assez nombreux. Ils sont assez nombreux. Il y a le juge qui se présente. Je crois qu'à côté de lui, il y avait 3 autres personnes. Et du coup, la procureure de la République qui se présente aussi. Et au moment où elle s'est présentée, on s'est dit, oh, putain, une espèce de petite pétasse blonde enceinte jusqu'aux yeux. Ah ça. On s'est dit que ça allait se passer crème, il n'y avait pas de souci. Ah non, je savais qui faisait pleurer les gens. Hein. D'accord. C'était pas le juge. Hein.
Du coup, voilà, le juge présente le dossier, très sympathiquement et tout. Et d'un coup, il dit « Je laisse la parole à la procureure de la République. » Et là, on s'en est pris plein la gueule. Oh, putain. Comme quoi, on était hors la loi, que c'était un scandale, que c'était inadmissible. Enfin bref, elle s'en est donnée à cœur joie. Ah, je pense que si elle avait pu enlever son espèce de toche de procureur, elle devait avoir le t-shirt de la manif pour tous dessous en 25 exemplaires, histoire d'être sûre de bien le tenir. Hein, parce que, putain, a été costaud. Mais arrivé un moment, j'en ai eu marre. Et elle a recommencé à dire fraude à la loi, et je l'ai coupé, j'ai dit non. Non, je suis pas d'accord. Déjà, le juge m'a regardé genre, je suis pas sûre qu'on ait le droit de couper un procureur. Enfin, laissez la tenir. Non, mais j'en avais un peu marre en fait de son arrogance et de son plaisir à défoncer les gens comme ça gratuitement. Enfin non, parce qu'en plus j'étais pas d'accord. Je lui ai dit à quel moment fraude? Je lui ai dit je suis désolée, on est à l'étranger. À Rome, fait comme les Romains. Hein. Je suis désolée, on va en Belgique, ils ont le droit de le faire, et ben on le fait aussi. Non, c'est sûr, en plus il y avait un vrai flou, enfin il y a toujours un vrai flou par rapport à ça dans la loi. Du coup, voilà, elle m'avait énervée et j'avais été obligée de lui dire qu'elle m'énervait. En même temps, c'était soit je lui disais qu'elle m'énervait, soit je me mettais aussi à pleurer, donc j'avais choisi de lui dire non, enfin fallait qu'il y ait au moins quelqu'un dans la journée qui lui dise casse les couilles. Clair. Du coup, elle a continué son speech. Moi, je me suis rassise probablement en boudant et en bougonnant. Le juge a repris la parole, a résumé en gros ce que la procureure avait dit, et puis il nous demande de nous lever, et puis il dit enfin bon, de toute façon, dans ce tribunal, le procureur, il est là juste pour donner son avis, pour représenter un peu l'État, pour parler, mais à l'arrivée, c'est qui fait la pluie de beau temps? C'est moi. Alors, et il l'a dit d'une façon, en la regardant, je me suis dit, en fait, nickel. Hein. Excellent. Lui aussi, je pense que lui aussi l'avait entendu défoncer des gens toute la journée. Il avait une certaine envie de la passer par la fenêtre. Hein. En même temps, je me mets à sa place, je pense que moi aussi j'aurais envie de la cogner sévèrement, le procureur. Parce qu'il a dû se taper ça en boucle, au bout d'un moment, il va avoir envie de lui mettre la tête dans la chaise. Quoi. C'est bon, on a compris. T'es pas d'accord. De toute manière, t'as pas ton mot à dire. Tu te tais. Et du coup, il nous avait dit qu'il y avait fameux 1 mois à attendre avant d'avoir la décision, mais la façon dont il avait parlé à la fin, franchement, nous, on n'est pas sortis en pleurant, quoi. Clairement, parce que moi, je me suis dit, oui, mais la façon dont il nous a regardés et il a balancé le truc, de toute façon, ici, la loi, c'est moi, et je ferai bien ce que je veux. Ça sentait bon pour vous. Ça sentait bon. Donc, effectivement, 1 mois après, on a reçu le papier d'adoption, comme quoi, voilà, il avait 2 mamans et que on pouvait aller demander le nouveau livret de famille. D'accord, ok. Et donc du coup, je pense qu'on peut situer à peu près à début 2014, Elliot a été adopté par Hélène et donc il avait 2 mamans. Oui, c'est ça. Et donc, quand est-ce que vous avez pris la décision de vous relancer dans un parcours pour un 2e enfant? Alors du coup, moi j'avais un peu de mal à retrouver du travail. Je faisais des petites missions par-ci par-là, mais je galérais pas mal. Et on s'est dit, en fait, si on veut un 2e, autant qu'on l'enchaîne tout de suite, parce que vu le travail que je fais, à partir du moment où je suis enceinte, je ne peux plus rien faire, je travaille en laboratoire. Du coup, je me suis dit, si je trouve un super poste, ben ça veut dire que le 2e, ce sera pas tout de suite, quoi. Parce que je vais pas m'arrêter. Donc on s'est dit, bah, tentons le tout pour le tout. On va essayer d'abord de faire le 2e et puis d'accord. Donc du coup, vous avez enchaîné de suite après l'adoption en fait au final. D'accord. Bah ouais, je pense que ça doit être ça. Du coup, on a rappelé la Belgique, on leur a dit coucou, c'est encore nous, et ils nous ont faxé. Là, il n'y a même pas besoin d'y retourner. Ils nous ont faxé les ordonnances avec les tests à faire et ils nous ont dit bon bah comme la dernière fois, hein, quand vous êtes prêts, vous nous appelez. Sauf que moi, entre-temps, mon cycle il était pas revenu de manière optimale. Je me suis dit je vais galérer un peu. Du coup, je suis allée voir mon gynéco. On en a parlé entre nous. Et il a dit bon, je vais vous donner une petite simulation de rien du tout. On n'en a même pas parlé à la Belgique parce que ça nous semblait
pas utile, et puis j'estimais que de toute façon, lui, il me connaissait mieux que C'est les pas faux. Belges, qui sont à 10 heures de route, il sait comment je marche. Donc, on a fait une petite stimulation. Du coup, il m'a dit, bah, du coup, on va faire des petites échographies aussi de contrôle, histoire d'être sûr. Donc, on a fait les petites échos de contrôle, et puis le jour où le petit bâtonnet a viré au violet, je l'ai appelé quand même pour lui dire, est-ce que tu peux passer là vite fait entre deux patients C'est pour bien violet. vérifier qu'effectivement, c'est bien le moment. Du coup, j'ai déboulé dans le cabinet. Il m'a fait l'échographie en 3 secondes. Je suis repartie. Il m'a coûté 80 balles. C'est rentable pour lui. Cher la seconde. Mais du coup, il m'a dit, ouais, c'est bon, c'est nickel. Il y a de l'ovocyte, vous pouvez y aller. Donc voilà, on a appelé. Impeccable. Il m'a dit, bon bah voilà. Donc là, vous vous retrouvez à Gand pour un premier essai. C'est ça. Et donc, exactement. Le suspense est total. Ouais, non, mais tu vois, je suis faite pour ça. Oh là là, mais c'est extraordinaire. T'es faite pour ça, quoi. Et donc, donc là, ton test est à nouveau positif. Voilà, comment ça se passe pour vous, parce que là, ça s'accélère quand même fort. Finalement, vous allez avoir 2 enfants de façon rapprochée. Bah c'est ça, 2 ans. En fait, les incisions ont été faites à 2 ans pile poil d'écart. Et les enfants sont nés à 2 ans pile poil d'écart. Ils ont quand même 2 dates d'anniversaire différentes, ou ils sont sur la même date? Alors oui, ils ont 2 dates d'anniversaire différentes. Elliot est né le 8 mars. Et donc je voyais la date arriver, et je me disais non, c'est abusé, faut pas que, enfin, au début je disais bon bah c'est bon, on a encore un peu de temps, puis arrivé le 4, le 5, je me dis putain merde non, ça va tomber le 8 aussi, ça va pas le faire, parce qu'en plus on avait organisé une fête pour les 2 ans d'Elliot quoi. Bah ouais, donc mince. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein. J'ai fait du ballon, j'ai nettoyé les vitres, de toute façon, moi, en même temps, la veille d'accoucher, j'étais au parc de jeux en face en train de faire tout tenté. toboggan avec Elliot, quoi. C'est ça, j'ai tout tenté. Et puis, je pouvais tout faire parce que je n'étais pas du tout, j'ai pas pris beaucoup de poids. Quand je suis arrivée à la préparation de l'accouchement, quand j'avais des rendez-vous et tout, je voyais bien les autres, elles me regardaient genre, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? L'autre, elle est enceinte de 4-5 mois, là? Non, je suis comme vous, en fait. Hein. J'ai juste pas pris beaucoup et je suis en pleine forme. C'est tout. Mais voilà, j'ai tout tenté. Et puis, arrivé donc le 6 mars au matin, je me suis levée et là, je me suis dit, ça fait mal. Celle-là. Petite contraction qui est un peu différente des autres. Hein. Du coup, voilà, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, je pense que c'est pour aujourd'hui, mais bon, je lui ai dit, te presse pas. Ça va encore mettre super longtemps. Elle m'a dit, oulala, c'est le 2e, je viens tout de suite. Je lui ai dit, mais non, c'est bon, finis ton travail, on a le temps. Elle m'a dit, non, j'arrive. Du coup, ils sont arrivés. Et donc, du coup, vous êtes partis, tu t'es emmené à la clinique. Donc, parti à la clinique tranquille. Et du coup, on est arrivés. Donc, j'ai sonné à maternité. J'ai dit, voilà, je pense que c'est pour aujourd'hui. Donc, ils m'ont ouvert. J'ai croisé sage-femme dans le couloir, puis l'anesthésiste qui me regarde et qui dit, ah, c'est pour un accouchement? Je lui dis, oui. Il me dit, bon, bah, à tout à l'heure alors. Hein. J'ai regardé, j'ai fait, ah, certainement pas. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, ah ouais, non, ce sera sans vous. Hein. Parce que de toute façon, j'avais décidé que pour le 2e, ça se passerait bien, que j'allais pas me retaper cette horreur que j'avais vécue le premier coup. Et du coup, je me faisais confiance à moi et j'avais pas envie qu'on m'impose quoi que ce soit. Donc je suis arrivée, j'ai dit à la sage-femme, bon alors je vous préviens, je veux un accouchement sans la péridurale, je veux la salle nature avec la baignoire, je veux les cordages, je veux machin, je veux truc, je veux nul. Et du coup, elle m'a regardée, elle a fait un silence de 5 minutes et là je me suis dit oh là là, et elle m'a dit, ah, vous êtes de ce style-là, trop bien, on va bien s'entendre, alors vous allez tout gérer. Ok, c'est ce que tu voulais. Exactement. Du coup, elle m'a dit, bon, bah, je suis désolée, mais il faut quand même vous faire un petit monitoring d'accueil. Donc, je m'allonge sur le lit, elle fait le monito, elle revient, elle me dit, on a un souci. Je lui dis, ah non, quoi? Elle me dit, en fait, le cœur du bébé, il ralentit fort. Et je lui dis, c'est peut-être dû à la position parce que je suis pas hyper à l'aise. Elle me dit, bah oui, mais vous allez pas rester debout.
bah on va tenter de faire le monitoring debout, puis on va voir. Du coup, je me relève, puis elle revient me voir, elle me dit ah bah oui, debout, elle supporte super bien les contractions, il y a aucun problème. Je dis bah c'est parfait, on va rester debout. Elle dit mais vous allez pas rester D'accord. debout. Et donc, tu es restée debout pendant combien de temps? C'est ça. Du coup, je me suis écoutée, je suis restée debout pendant un moment. Après, j'ai demandé à aller à la baignoire. Puis, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, je suis ressortie. Et au moment où je suis ressortie, j'ai mis les pieds par terre. Et là, j'ai fait oh putain. Je pouvais plus bouger du tout. C'était vraiment l'angoisse. Du coup, j'ai appelé la sage-femme, elle est arrivée en courant, elle m'a dit ah bah oui, non mais c'est là, c'est le moment, c'est bon là, ça. Elle me dit on va y aller. Du coup, je lui ai dit bah parfait, alors je me mets accroupie, hein. Accroupie. Et du coup, elle m'a dit ah bah vous savez quoi, mettez-vous comme vous voulez. De toute façon, je trouverai moyen de passer. Du coup, je sais plus exactement comment j'étais, mais je sais que j'ai refusé de me mettre sur le dos pour accoucher. Je crois que j'étais accoudée sur le lit en hauteur avec une jambe par terre et une jambe relevée sur le lit. Enfin, visuellement, moi je l'ai visuellement. Et du coup, elle était genre assise par terre avec les bras en l'air en train d'attendre que ça tombe quoi. Et du coup, donc voilà, à l'arrivée, je suis arrivée donc à la clinique qui devait être quelque chose comme 8h30, 9h. D'accord, impeccable. Et elle est née à 12h30 pour l'apéro. Oui. Donc on passe de 38 heures à voilà quoi, à un temps raisonnable. Et du coup, en plus sans péridurale, sans rien. Donc quand une fois que c'était parti, enfin une fois qu'elle était sortie, je suis retournée dans la chambre et ils m'ont dit on vous ramène en chaise. J'ai dit certainement pas, je marche. Je crois que c'était un défi personnel quoi. Là-dessus, j'avais ma meilleure amie qui partait en vacances. Du coup, je l'ai appelée, j'ai dit ouais, avant de partir là, tu fais un petit crochet à la clinique parce que j'ai accouché là. Elle me dit mais il y a combien de temps? Bah il y a 10 minutes. Mais on va pas venir. Ah si si. Du coup, elle est arrivée. Enfin, elle me fait rire à chaque fois qu'elle en parle quoi. Parce qu'elle me dit mais on est arrivé dans la chambre, t'étais en train de faire le ménage, de danser, quelqu'un qui vient d'accoucher, quoi. Enfin, c'était juste... Oui, bah, je veux bien te croire. Enfin, surtout de la croire. Comme quoi. Mais je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment... Ouais, il faut vraiment apprendre à s'écouter. Mais alors après, ça peut être difficile par rapport au personnel qu'on a en face. Bah oui, mais c'est sûr. Et puis c'est vrai que c'est pas facile quand t'es futur parent pour la première fois de se faire confiance. Enfin, t'as envie de faire confiance à des personnes qui vivent ça régulièrement, quoi. Exactement. Et donc du coup, ta petite poulette numéro 2 qui s'appelle Imogène est arrivée donc en 2015, mars 2015, donc Imogène, si je calcule bien. Et donc à une date anniversaire différente de son frère, exactement. À 2 jours près, mais différente. Oui. Ça aussi, c'est la première chose que j'ai dit quand je suis retournée dans ma chambre. La sage-femme a fait le tour et elle rentre et dit tout va bien. Je lui dis oui, alors après-demain je sors. Hein. Elle me dit ben non mais je sais pas, peut-être pas. J'ai dit si, maintenant ça se fait les sorties à 48 heures. Hein. Je sais, maintenant on a l'autorisation. Hein. Elle me dit mais pourquoi vous sortir si vite? Ben, j'ai un anniversaire. Hein. Du coup les autres qui rentrait derrière, qui disait « Ah, c'est la dame qui veut partir très vite !» Oui, c'est ça, c'est la dame qui veut partir très vite. Et du coup, vous avez lancé l'adoption immédiatement après, et donc vous avez été convoqué. Est-ce que t'as le souvenir que le délai a été un peu plus long? Non, c'était plus court, je crois. D'accord. On est passé très rapidement pour la deuxième. Et du coup, on a été convoqués. Donc, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne se font pas convoquer pour la deuxième fois. Ils reçoivent le papier, genre c'est une formalité, surtout à ce moment-là, c'était une formalité quand même. D'accord. Mais nous, on a été à nouveau convoqués. On s'est dit, allez, c'est reparti pour un tour. Donc le jour, on arrive au tribunal, on rentre. Donc on s'installe. Déjà, pas de procureur, hein. Pas déplacé, parfait. Et puis, je me disais bien que le mec, il avait une tête qui me disait quelque chose. Hein. Du coup, il rentre, il dit « Bonjour, on se connaît, hein ?» On se refait une deuxième fois. Du coup, voilà, c'était plutôt sympa, c'était plutôt une discussion. Je sais pas, il avait peut-être envie de nous revoir. Mais du coup, ouais, c'était sympa, la deuxième convocation. Il y avait personne pour nous casser gratuitement. C'était juste une discussion, savoir... Ouais, c'était plus convivial. Qui on était, et puis voilà. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes une famille au complet depuis
Bon, je pense que ça a dû se passer à peu près en 2015, sur la fin de 2015. Ouais, je pense que Et ça à doit partir être de ça. ce moment-là, vous avez pris la décision enfin, votre famille pour vous était au complet, vous aviez l'envie d'avoir plus d'enfants ou pas? Comment ça s'est passé pour vous la suite? Non, 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 non. D'accord. Et Pas alors, du comment tout. s'est passée Vraiment pas. l'entrée à l'école d'Eliott, du coup, dans un premier temps, et puis d'Imogène en suivant? Vous n'avez pas de Comme questions? une entrée à l'école normale. Je sais que du coup, on leur a dit tout de suite que Elliot avait deux mamans et puis ça a été. Alors après, je sais que Elliot mais pas au début. Je crois que c'est l'année dernière où il s'est Mhm. fâché avec un de ses camarades qui soutenait que c'était pas possible d'avoir deux mamans. Il mentait, que c'était pas possible. Du coup, alors du D'accord. coup, je crois que maintenant il occulte parce que cette année, en Mhm. début d'année, il y a la réunion parents-prof en gros. Et du coup, je sais plus trop pourquoi je parlais avec la maîtresse. Et du coup, j'ai dit à la maîtresse, bon, alors par contre, je sais pas Mhm. si vous avez notre schéma familial. Oui, parce qu'il est un peu Mhm. enfin, il est pas compliqué, quoi. Il est différent. Du coup, elle me dit oui, à la rentrée, on leur a demandé de dessiner leur famille. Alors, Mhm. Elliot, il a dessiné Mao, parce que du coup, il m'appelle Mao, que c'est une maman à eau D'accord. et que c'est une C'est grosse très mignon, feignasse. Mao. Du coup, il a coupé. Moi aussi, je trouve, j'aime bien. J'ai adopté. Du coup, il me dit, alors, il vous a dessiné vous? Il a dit, c'est Mao. Il a dessiné sa sœur. Et du coup, je lui ai dit, Mhm. mais tu dessines Pas pas encore au ton fait? papa? Mhm. Je remercie la maîtresse, hein. Question intelligente. Et elle me dit, c'est ça. Et elle me dit, Ah, et du coup, il m'a ok. répondu, bah non, mon papa, il est mort. Oui, Elle me forcément. dit, du coup, j'ai pas osé insister. Elle me dit, alors il est vrai. Elle me dit, alors il est vraiment mort, son papa, comme ça, avec des yeux de merlan frit. Du coup, je l'ai regardé, je lui dis, mais non, c'est pas son papa qui est mort, c'est sa C'est maman. Alors clair. là, j'ai senti la maîtresse complètement en C'est panique clair. dans sa tête, qui n'arrivait plus à relier les deux bouts. Genre, mais qu'est-ce qu'elle me Tu dit, m'étonnes. l'autre? Déjà, elle me prenait un peu pour une folle parce que bon, la fille Mhm. avec les cheveux bleus, C'est bon, ça comment fait tu un peu l'appelles? bizarre à la sortie d'école, visiblement. Ça fait pas sérieux. Donc du coup, je lui ai dit, mais non, en fait, Elliot, à la base, il a deux mamans et sa deuxième maman est décédée l'année dernière. Ah, d'accord. Voilà. Ah bah je comprends alors. Bah oui, il Ouais, suffisait bon, de après, je poser la comprends que pour question, la c'est maîtresse, fait. c'est soit pas, ben, tu vois, c'est pas évident comme situation. Déjà parce que je pense elle a pas eu le réflexe de penser que la famille était composée de maman. Bah, après, non mais après, il Oui, nous c'est vrai. demande quand 15 fois les même mêmes. de remplir des feuilles de renseignement au début d'année voilà, c'est ça, Oui, t'as bien celle raison. où je suis une grosse feignasse et où je photocopie, je change juste le nom. Mhm. Et j'ai quand même rempli avec, avec les deux mamans, D'accord. en Oui, donc il rayant la suffisait deuxième et en écrivant décédé en gros. qu'il se renseigne. Histoire que ça percute. Il Oui, suffisait juste c'est vrai. qu'ils ouvrent le tiroir et qu'ils C'est vrai. sortent la feuille. Enfin, donc du coup, voilà. Oui, Du coup, je pense que je vois, maintenant, ils enfin, il a le préfèrent ne même âge rien. que ma grande, et ma grande, elle est un peu dans cet état d'esprit-là aussi. En fait, elle le vit bien, elle occulte, et basta. C'est ça. Alors après, le truc avec les miens, c'est que effectivement, Oui, ils n'ont bah, plus qu'une maman, effectivement. par la force des Mm, choses, mm, ils ont qu'une maman, concrètement. Donc du coup, bah, il n'y a pas besoin de mm, mm. rentrer dans des explications, quoi. Tout à fait. Ils ont une maman, ils ont une maman. Et donc, du coup, comment toi tu perçois la façon dont tes enfants enfin, ressentent votre famille, alors qui en plus pour toi, bah, enfin, ta famille a vécu un drame, donc aujourd'hui, je pense que ça joue aussi dans leur quotidien. Et ça change aussi la donne. Mais comment tu perçois en fait tes enfants au quotidien? Est-ce que tu sens tes enfants bien dans leur basket avec leur situation familiale finalement? Alors oui, oui, oui. J'ai D'accord. pas senti qu'à un moment ils avaient un souci. Quel que soit le moment, quoi. Quand ils avaient deux mamans, il n'y avait pas de souci. Pendant la maladie, Mhm. bon, évidemment, il y avait des moments où c'était moins facile que d'autres, autour du décès et tout, mais franchement, je les ai pas enfin, je les sens plutôt bien dans leur basket, quoi. Quand je les amène à droite, à gauche, ouais, les gens, ils disent c'est Oui, toujours agréable. Les enfants vont bien, exactement. ils Les vont enfants vont bien. bien. Et du coup, aujourd'hui, tu as retrouvé une compagne.
si j'ai bien suivi ton compte. Et donc, comment ça se passe? Comment ça se passe pour ta compagne, avec tes enfants, C'est avec ça. la situation familiale aussi, du coup? Comment elle s'inscrit dans cette famille? Et ben moi je trouve qu'elle s'y inscrit très bien. Après, c'est pas facile de parler pour Évidemment, elle, oui, c'est vrai. et comme elle Mmh. est pas à côté, sinon j'aurais pu lui passer le micro. Elle aurait pu répondre, je pense. Mais oui, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez angoissant d'arriver et d'être confronté à des enfants qui ont comme ça 4 6 ans, qui sont petits, qui viennent de perdre leur maman. Enfin, ouais, je pense que c'est quand même quelque chose de pas évident. Et du coup, ouais, je trouve qu'elle s'en tire très bien. Vraiment, D'accord. elle est hyper bien avec eux. Eux, je sais qu'ils l'adorent aussi, que tout se passe très bien. Ils se demandent quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'elle vient. Mmh. Au début, il y avait pas mal de distance, forcément. Mais Aujourd'hui, ils ont là, retrouvé leur équilibre avec ta compagne. ouais, tout se passe. Je pense que oui. D'accord. Et je pense Mmh. que, enfin, je pense que franchement, c'est des éponges, Complètement. les enfants. Tu t'en rends bien compte. Et que à partir du moment D'accord. où Je pense que moi, c'est ce qu'il faut j'allais retenir, bien, eux, ils allaient bien. de ton histoire et de nos histoires en général, c'est que tant que nous, on est à l'aise avec notre situation, nos enfants sont à l'aise avec leur situation familiale. Je te remercie beaucoup, à Audreyne, pour cette interview. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Du bonheur. Oh, bah alors ça, une bonne question. Que ça Eh bien, continue écoute, c'est avec beaucoup de ça plaisir que je te vient souhaite de beaucoup de débuter. bonheur pour la suite de ta vie avec ta conjointe, ta nouvelle conjointe. Pour tes enfants aussi, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Et franchement, vous êtes une famille qui est très attachante. Je vous suis depuis un petit moment maintenant sur Instagram, et donc j'ai suivi un petit peu tout ce qui s'est passé autour du décès notamment d'Hélène. Et franchement, ça m'a beaucoup touchée, et je suis vraiment ravie que tu arrives à reconstruire. C'est la fin de cet épisode. Je remercie encore beaucoup à Audreyne de s'être confiée à mon micro. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Audreyne ainsi que le lien vers leur clinique en Belgique. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les enfants vont bien. I hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out.